Deux lieux de rassemblement, ça y est, on y est, c'est le moment de vérité. Les derniers électeurs ont voté ou sont en train de le faire. Les bureaux de vote ferment dans les grandes villes et nous allons découvrir notre estimation des résultats de cette élection qui aura, quoi qu'il arrive, rebattu les cartes, qui aura pris tout le monde de court, tout le monde par surprise. Au moment où je vous parle, la presse et les dirigeants de toute l'Europe, d'une grande partie du monde, attendent ce verdict, les yeux braqués sur les écrans. C'est le cas aussi pour les partisans des deux camps. Ici, on découvre l'image du quartier général de Marine Le Pen. On était sur l'esplanade du Louvre également il y a quelques instants. C'est l'issue de cette campagne, la plus incertaine depuis longtemps. C'est aussi ce soir, et quel que soit le visage qui va s'afficher dans quelques secondes, le début d'une nouvelle ère, puisque ce sera un président de la République, bien entendu, qui n'a jamais exercer ce pouvoir-là. Laurent. Il ne reste que quelques secondes avant de découvrir notre toute première estimation Ipsos Soprasteria. Quel est le verdict des Français pour ce second tour? Qui, de Marine Le Pen ou Emmanuel Macron, sera le prochain chef de l'État? 12 secondes avant ce résultat. On va retrouver dans un instant ce résultat après des mois de campagne. 6 secondes, 5 secondes. Quel est le choix des Français? Il est 20h. Voici le nouveau président de la République, et c'est Emmanuel Macron avec 65,1% des suffrages qui arrive en tête et qui devient donc le nouveau président de la République. Marine Le Pen obtient ce soir, lors de ce second tour, 34,9% des voix. On va tout de suite aller du côté du Louvre. Explosion de joie, vous le voyez sur ces images en ce moment même au Louvre, là où sont rassemblés les partisans du candidat d'En Marche, mouvement qui, je vous le rappelle, est né il y a seulement quelques mois. Leur candidat s'était lancé dans cette campagne sans appareil, sans structure politique et sans militants. C'est une nouvelle ère politique qui s'ouvre en France. Emmanuel Macron est le nouveau président élu. Il succédera à François Hollande dans quelques jours à l'Élysée et devient à 39 ans le plus jeune président de la Ve République, le 8e de l'histoire. En comparaison, Valéry Giscard d'Estaing avait 48 ans lors de sa victoire en 1974. Emmanuel Macron a réussi ce pari audacieux que beaucoup croyaient impossible, bousculer l'échiquier politique français, s'imposer face aux partis institutionnels. Émotion à Paris, au Louvre. On va tout de suite retrouver Arnaud Comte qui est au milieu de cette foule des partisans d'En Marche. Oui Laurent, grosse explosion de joie à l'annonce des résultats et surtout à l'annonce du score à l'instant qui vient d'être diffusé sur les écrans géants. Les drapeaux français sont brandis et les première chose que l'on nous dit et que l'on nous glisse à l'oreille aujourd'hui, rendez-vous compte, un président de 39 ans, Emmanuel Macron, que beaucoup n'imaginaient pas atteindre les plus hautes fonctions de l'État. Les gens, pour certains, ont beaucoup d'espoir ici pour les 5 prochaines années, pour l'Europe, crient les gens. Et puis il y a ceux qui sont un peu plus sceptiques, qui disent avoir voté, qui avoir en tout cas glissé un bulletin de vote utile dans l'urne et qui attendent de voir, qui attendent notamment les élections législatives qui suivront dans les toutes prochaines semaines. Oui, l'histoire retiendra, on va rester bien sûr sur ces images, que ce 7 mai 2017, la France a choisi son plus jeune chef d'État depuis Napoléon. Un discours décomplexé sur l'Europe, sur la réussite, sur le travail, une tâche immense qui l'attend bien entendu. Votre première analyse, Nathalie Saint-Cric, sur le score également, on va le rappeler, ce score que nous donne Brice Teinturier, un Emmanuel Macron à un peu plus de 65% des voix. Oui, et puis en nombre de voix, ça fait plus de 21 millions de voix contre 11,4 millions de voix pour Marine Le Pen. Il y a 9 millions d'écart entre eux. Alors, vous l'avez dit, c'est une incroyable campagne. On va pas revenir sur les 39 ans. Louis-Napoléon Bonaparte en avait 40. Alors, on va rappeler juste qu'il n'avait pas de parti, qu'il était officiellement sans expérience politique, mais manifestement, il a rattrapé. Donc, dans l'histoire politique française, on n'a jamais vu cette sorte d'effet météore. Ce qui va être intéressant ce soir, et on va l'avoir avec le plateau, c'est-à-dire quel choix, avec qui veut-il gouverner. Il a réussi à tout faire exploser pour l'instant. Est-ce qu'il va continuer à prendre chez les Républicains, au Parti Socialiste, et aller au bout de la recomposition, décomposition qu'il avait lancée? Merci. Voilà, merci Nathalie. On va faire le point maintenant avec vous, Brice. On voit toujours ces images avec Arnaud Comte, cette ferveur qu'il y a du côté du carrousel du Louvre. En revanche, on l'a vu également, déception du côté du bois de Vincennes des partisans de Marine Le Pen. Brice, qu'est-ce qu'il faut retenir ce soir de ce score
si on le regarde de manière brute, c'est une large victoire d'Emmanuel Macron. Oui, c'est une large victoire parce qu'on peut la regarder en pourcentage des inscrits, on peut la regarder en pourcentage des exprimés et à chaque fois, malgré tout, c'est vraiment une belle victoire. La barre des 60% est largement dépassée. Alors oui, Marine Le Pen, avec environ 11 millions de suffrages, améliore ses résultats par rapport à 2012. Par rapport à son père également. Par rapport à son père, par rapport à 2012, par rapport au premier tour également de l'élection présidentielle. Mais malgré tout, elle est en retrait et la victoire d'Emmanuel Macron est particulièrement nette. Ce qu'il faut rajouter, c'est le score historique des blancs et nuls. Parce qu'au-delà de l'abstention, nous avons plus de 8%, 8,8% sans des doute, suffrages exprimés qui seraient des bulletins des blancs et nuls. Cela veut dire 4 200 000 blancs et nuls. Donc des blancs et nuls importants, une abstention importante, mais une victoire très nette d'Emmanuel Macron, même si Marine Le Pen a continué à s'enraciner dans le territoire national. Merci Brice. Alors avant de donner la parole à nos invités qui s'impatientent de parler et de donner leurs sentiments ce soir, on va du côté du Louvre. Vous retrouvez Jeff Wittenberg, une victoire d'Emmanuel Macron accueillie par une clameur, celle des partisans d'Emmanuel Macron. Racontez-nous ce que vous voyez, ce que vous ressentez autour de vous. Eh bien, écoutez, à 20h pile, lorsque les résultats sont apparus sur l'écran de France 2, diffusés sur 2 écrans géants ici, oui. Eh bien, lorsque donc ces écrans sont apparus, on a entendu une clameur absolument immense. Certains s'attendaient bien entendu à un résultat positif ce soir, mais pas à ce score beaucoup plus important que ceux qu'annonçaient les sondages. Et les uns et les autres expliquent que c'est sans doute le débat de mercredi qui a changé la donne. Mais il faut bien le dire, beaucoup n'en reviennent pas de se retrouver maintenant avec un président de la République qui va venir tout à l'heure leur parler vers 21h30, 22h. Évidemment, l'ambiance monte d'ores et déjà sur cette esplanade du Louvre, autour de cette pyramide voulue par François Mitterrand. Et vous savez, il y a une anecdote, c'est ici aussi au Louvre, alors qu'à l'époque c'était le ministère des Finances, rue de Rivoli, que Valéry Giscard d'Estaing avait appris son élection en 1974. En quelque sorte, c'est une petite histoire qui se répète ce soir ici sur cette esplanade du Louvre. Pardon. Oui, on avait découvert ces images dans un film de Raymond Depardon. Merci Jeff et à tout à l'heure. Le nouveau président de la République qui signale qu'il a eu un échange téléphonique, je cite, bref et cordial avec Marine Le Pen. C'est son entourage qui l'indique ce soir. On va justement, avant de vous donner la parole, messieurs et dames, faire un tour du côté du bois de Vincennes. Jean-Baptiste Marteau, comment a-t-on accueilli ces résultats du côté des partisans de Marine Le Pen ? À tout l'inverse du Louvre, David, ça a été vraiment quelques huées pour Emmanuel Macron quand son visage est apparu sur les écrans ici dans cette petite salle. Une timide Marseillaise derrière et quelques Marine, la voix du peuple. Mais on sent vraiment que l'ambiance n'y est pas, car au-delà de la défaite que tout le monde pressentait depuis maintenant plusieurs heures, c'est le score qui a particulièrement étonné. Tout le monde espérait voir Marine Le Pen au moins à 40%. Elle en est bien loin et ce soir, c'est une grosse déception. Merci à vous Jean-Baptiste et on nous annonce un discours de Marine Le Pen, une prise de parole de Marine Le Pen dans les toutes prochaines minutes autour de 20h10, 20h15. On la suivra évidemment en direct. Parole à nos invités à présent et je vais me tourner en premier lieu vers vous François Bayrou. Vous avez renoncé à présenter votre candidature à l'élection présidentielle. Emmanuel Macron, que vous soutenez, est président ce soir. Qu'est-ce que vous ressentez ? Je trouve ce résultat magnifique et incroyablement significatif. Dois-je ajouter qu'il est pour moi très émouvant parce que c'est un combat qui vient de loin, qui a pris des années et des années. Et si je pouvais faire un tout petit rappel, ce soir, le score d'Emmanuel Macron me rappelle quelque chose, c'est les 2 Français sur 3 que Valéry Giscard d'Estaing voulait rassembler. Ce soir, ils le sont. Et ça dit quelque chose de formidable sur notre pays. C'est un message au monde parce que tout le monde voyait la France cafardeuse, désespérée, d'une certaine manière ayant renoncé à l'esprit qui était le sien. Et en choisissant le plus jeune président de la Ve République, le plus jeune président depuis que la République existe, vous l'avez rappelé, et le plus jeune chef d'État de tous les grands pays de la planète, la France envoie au monde et à ceux qui la forment, à ses citoyens, un message incroyable d'espoir. Alors bien sûr, on sait que ça ne va pas être facile, que cet espoir, il faut désormais l'incarner, le porter, le réaliser concrètement.
Mais c'est un message formidable et ceux qui auraient parié sur ce résultat auraient probablement fait fortune. Ségolène Royal, quel goût elle a cette victoire pour vous ce soir? Je pense qu'on peut tous dire que ce qui s'est passé était incroyable encore il y a une année. Moi, je vois trois événements historiques ce soir. Le premier, c'est effectivement un changement de génération, quand même un président de la République qui a moins de 40 ans. Donc je crois que c'est la victoire à la fois de l'audace, de l'imagination et d'une nouvelle espérance, en particulier pour les jeunes générations qui peuvent se dire enfin, on peut nous faire confiance. Le second événement historique, c'est que Emmanuel Macron a réussi à casser les oppositions traditionnelles droite-gauche et je dirais une certaine forme de violence dans la politique. Et ça vous fait plaisir? Ça me fait plaisir, parce qu'on Cette l'avait disparition imaginé. du clivage que vous avez trouvé Oui, parce que je parfois pense que la vie politique artificielle. est très violente. On a subi une campagne extrêmement violente. Et donc maintenant, le temps est venu de travailler ensemble, c'est-à-dire de reconnaître à la fois les talents individuels, mais aussi l'intelligence collective et de travailler ensemble, ce qui était d'ailleurs le thème de la campagne d'Emmanuel Macron. Et ça, je pense que les Français le veulent profondément. Et le troisième événement politique, c'est qu'il va falloir construire maintenant une majorité présidentielle parlementaire. Est-ce que vous en êtes? Écoutez, là, on n'en est pas aux questions des uns ou des autres. Je crois que ce soir, c'est la victoire de... Au moins dans l'esprit. C'est pas le sujet, je crois, parce qu'il y a voilà, il faut suivre les règles constitutionnelles, institutionnelles. Et en tout cas, ce soir, comme disait François Bayrou, je crois que la France est regardée dans le monde entier, parce qu'il y avait quand même une grande inquiétude. Et le score est sans appel. Souvenez-vous, au premier tour, on disait le Front National est devant. Ça n'a pas été le cas. C'est Emmanuel Macron qui était devant. Au second tour, on a dit ça va être moins de 60%. Ce n'est pas le cas. C'est plus de 60%. Donc les choses aujourd'hui sont extrêmement claires. Et c'est une nouvelle espérance, je crois, qui s'ouvre. Ségolène Royal, mais aussi François Bayrou, j'ai envie de vous dire, si je vous titillais un petit peu tous les deux, qu'il a cassé les codes, il a transgressé les codes que vous avez essayé de transgresser. Il y est parvenu là où vous n'avez pas réussi. Oui, c'est vrai, mais il faut peut-être un peu de temps dans l'histoire, justement, pour que les vieilles organisations finissent par s'étioler, finissent par s'écrouler, et que quelque chose d'autre, de neuf, puisse se reconstruire, à l'abri justement des dogmatismes, des oppositions stériles, des oppositions souvent trop violentes, et la reconstruction de majorités de pensée, d'idées, organisation d'idées structurantes qui correspondent à l'intérêt du pays. Dans les courses de relais, on passe le témoin, on fait équipe et on passe le témoin. Et c'est ainsi que les courses de relais se gagnent. Nicolas Dupont-Aignan, votre réaction, c'est la déception. Marine Le Pen à moins de 35%. D'abord, moi, je félicite le nouveau président parce que les Français ont tranché. J'écoutais François Bayrou et Ségolène Royal et je me disais que, certes, le nouveau président est très jeune, mais la politique qu'il va mener est très vieille. C'est celle qui a échoué depuis 30 ans dans notre pays. C'est la continuité avec la quasi-totalité de la classe politique qui l'a soutenue, qui avait elle-même échoué. Alors, ils étaient séparés, maintenant ils sont ensemble. Nicolas Dupont-Aignan, regardez, c'est Marine Le Pen, pardon de vous couper, mais Marine Le Pen va prendre la parole d'une seconde à l'autre. On va l'écouter en direct du Bois de Vincennes. Les Français ont choisi un nouveau président de la République et ont voté pour la continuité. J'ai appelé M. Macron pour le féliciter de son élection et parce que j'ai à cœur l'intérêt supérieur du pays, je lui ai souhaité de réussir. Monsieur Macron, pour le féliciter de son élection et parce que j'ai à cœur l'intérêt supérieur du pays, je lui ai souhaité de réussir face aux immenses défis auxquels la France est confrontée. Je veux remercier les 11 millions de Français qui m'ont accordé leur voix et leur confiance, ainsi que les militants qui m'ont soutenu et accompagné tout au long de cette campagne. Je remercie également Nicolas Dupont-Aignan et son mouvement Debout la France, ainsi que les personnalités qui m'ont soutenu pour leur choix courageux et fondateur. Par ce résultat historique et massif, les Français ont désigné l'Alliance patriote et républicaine comme la première force d'opposition au projet du nouveau président. Les formations politiques qui ont pris la responsabilité de faire élire M. Macron se sont discréditées elles-mêmes et ont perdu toute légitimité à représenter une force d'alternance ou même d'opposition crédible. Le premier tour a entériné une décomposition majeure de la vie politique française par l'élimination des partis anciens. Ce second tour organise une recomposition politique de grande ampleur autour du clivage entre les patriotes et les mondialistes. C'est ce grand choix
qui, par circonscription, sera soumis aux Français lors des législatives. Je serai à la tête de ce combat afin de rassembler plus largement encore tous ceux qui veulent choisir la France, défendre son indépendance, sa liberté, sa prospérité, sa sécurité, son identité et son modèle social, tant nous sommes inquiets des perspectives qu'offre ce nouveau quinquennat. Le Front national, qui s'est engagé dans une stratégie d'alliance, doit lui aussi profondément se renouveler afin d'être à la hauteur de cette opportunité historique et des attentes des Français exprimées lors de ce second tour. Je proposerai donc d'engager une transformation profonde de notre mouvement afin de constituer une nouvelle force politique que de nombreux Français appellent de leurs vœux et qui est plus que jamais nécessaire au redressement du pays. J'appelle tous les patriotes à nous rejoindre afin de participer au combat politique décisif qui commence dès ce soir. Plus que jamais dans les mois qui viennent, la France aura besoin de vous. Vive la République, vive la France! Voilà, ce sera l'une des informations de la soirée. Le Front national qui va donc, si on a bien compris, disparaître sous sa forme actuelle, se transformer profondément, se renouveler pour donner naissance à un nouveau parti des Patriotes, un nouveau parti qui a vocation à rassembler plus largement. Dominique de Villepin, François Baroin, je vous donne la parole dans un instant, mais Nicolas Dupont-Aignan, c'est ce qui a manqué au Front national dans cette campagne-là, de pouvoir élargir le spectre? Écoutez, moi je ne regrette pas mon choix, je l'assume par conviction. Il y a une politique que mènera M. Macron qui est très claire, qui rassemble tous ceux qui ont mené la politique qui, je crois, était mauvaise, notamment européenne. Maintenant, l'élection d'Emmanuel Macron accouche d'une recomposition politique fondamentale. Les Républicains ont voté pour Emmanuel Macron, seront probablement ministres d'Emmanuel Macron, et cela veut dire qu'il faut recomposer l'opposition. Et il y aura deux partis. n'a pas l'air tout à fait d'accord avec vous. Il y aura deux partis, c'est leur problème. Il y aura deux partis, le Front national qui va se renouveler et Debout la France qui restera indépendant. Donc c'est et la je question. présenterai des candidats Vous ne ferez pas dans partie toutes du les nouveau. circonscriptions de France aux législatives, car je pense aux millions de Français qui ont voté Mme Le Pen ou qui se sont abstenus ou qui ont voté blanc, qui ne veulent pas soutenir la politique, à mon avis, dangereuse de M. Macron, on verra, et qui pour autant ne veulent pas aller au Front national. Donc vous ne et ferez donc, pas Debout la partie de France, ce nouveau parti, Non, bien de ce sûr. nouveau mouvement créé par Debout la Marine Le Pen ce France soir. reste indépendant comme parti libre qui est patriote, républicain. Et je crois qu'on ne sera pas trop de deux partis pour affronter la catastrophe sociale, économique et européenne que nous prépare M. Macron avec ceux qui le soutiennent. Bien, François Baroin, avant, François Baroin, il est plus jeune que vous, il a transgressé... Beaucoup. Oui, il est beaucoup plus jeune que vous, il a transgressé tous les codes, il a démissionné, il a créé son propre mouvement, il est ce soir président de la République. Est-ce que vous reconnaissez l'exploit ? Je reconnais l'audace et vous me permettrez d'abord de lui adresser mes félicitations, des félicitations républicaines, et je lui souhaite naturellement bonne chance dans la réussite de la mission élevée qui est la sienne. Maintenant, il se retrouve à la tête d'une République fracturée comme jamais, où nous avons tous les uns et les autres notre part de responsabilité. Au premier tour, il y a eu 4 blocs, autour de 20%. Au deuxième tour, 55% des Français ne se sont pas sentis concernés directement par le débat qui a été proposé. 4 millions de blancs. Ça veut dire que le débat qui va s'engager sera le débat de la levée de l'ambiguïté, pour la clarté. Car au fond, on ne sait pas quelle sera la politique qui sera Est-ce que menée. vous êtes dans l'opposition ce soir, François Baroin ? Je suis évidemment dans l'opposition et j'aurai la charge, à la demande de ma famille politique, de mener avec l'UDI la campagne des législatives. C'est une opposition intellectuelle, de respect. Je suis un profond républicain. Gérard Collomb le sait, je suis président des maires de France. On a l'habitude de travailler à gauche, à droite, de mettre au vestiaire nos engagements. Mais pour les législatives, compte tenu du caractère hors norme de cette présidentielle, où effectivement quelqu'un d'inconnu il y a 2 ans devient président de la République. L'état civil importe peu, son talent et son audace ont fait l'affaire. Deuxième élément, les partis de gouvernement qui devront se modifier devront tirer les enseignements d'avoir été défaits dès le premier tour. Mais des circonstances particulières ont abîmé notre candidat. Et nous avons un combat à mener, et je viens d'entendre Mme Le Pen. Il est hors de question que le face-à-face se fasse entre une sorte de marais, une nouvelle ouverture un peu généralisée sur la base de l'élan donné par un jeune président, et le Front national. La droite, le centre, la famille gaulliste, c'est notre devoir, notre responsabilité vis-à-vis des 20% qui ont voté pour François Fillon et vis-à-vis de
l'idée que l'on se fait de la capacité d'offrir une majorité, et au fond la mère des batailles, dans cette année présidentielle électorale hors norme, d'une respiration démocratique qui ne répond à aucun critère, ce sera la bataille législative et nous la mènerons jusqu'au bout, bien sûr. Alors, on découvre, pardonnez-moi, parce que ça va vous intéresser, les derniers chiffres de notre estimation donc rafraîchie. Les voici, donc, ces chiffres. Emmanuel Macron, on va la découvrir. 65,5, Marine Le Pen 34,5. Autrement dit, l'écart a plutôt tendance à s'agrandir. Dominique de Villepin, ancien Premier ministre de Jacques Chirac, au cœur donc, de la droite il y a une dizaine d'années. Aujourd'hui, vous ne vous retrouvez plus sur les positions de François Baroin. Pour vous, qu'est-ce qui est en train de se jouer aujourd'hui? Mon amitié pour François Baroin est inaltérable. Ça, c'est une autre affaire. C'est réciproque. C'est une magnifique victoire pour Emmanuel Macron, c'est une magnifique victoire pour la démocratie française et c'est une grande première pour les démocraties occidentales. Et ce que j'éprouve ce soir, c'est d'abord de la reconnaissance pour les Français qui ont fait preuve dans ce second tour d'un magnifique sursaut. Une grande première pour les démocraties occidentales, c'est-à-dire? Oui, parce que conquérir le pouvoir à 39 ans avec un mouvement qui n'existait pas il y a un an, ça montre une capacité, une vitalité, un courage, un talent de la part d'Emmanuel Macron et une attente de la part de la société française qui mérite d'être saluée. Faire le pari d'une Europe ouverte dans le contexte de tension et de colère qui existe dans notre pays. Faire le pari de défendre nos valeurs républicaines, une laïcité équilibrée. Et puis défendre le droit d'asile pour nos immigrés. Il faut du courage pour tenir ce cap-là. Et ça, c'est un signe qui est de bon augure. Vous avez envie d'y participer à cette aventure-là, activement? J'ai pris ma distance vis-à-vis de la politique. Je souhaite y participer à ma place, c'est-à-dire en dehors de la vie politique. Mais je serai d'accord et je rappellerai comme François Baroin. C'est vrai qu'il y a une espérance ce soir. Nous souhaitons tous la réussite d'Emmanuel Macron. Mais il ne faut en aucun cas oublier les fractures territoriales, sociales, économiques, culturelles qui divisent profondément notre pays. Et il y a un travail de réconciliation qui doit être la première tâche du président et de son futur gouvernement à travers, je l'espère, une majorité forte présidentielle qui pourra se constituer. Et il y a aussi, et ça c'est un travail qui doit commencer tout de suite, il y a la restauration de la fonction présidentielle. Depuis 10 ans, la fonction présidentielle a été abaissée. Il faut retrouver l'unité des Français à travers des symboles, à travers des gestes, à travers une exigence, une hauteur. Et il faut retrouver un président arbitre qui sache redonner un cap, redonner une vision, parce qu'il est aussi la voix et le visage de la France dans le monde. Avant de vous redonner la parole et de donner la parole à Gérard Collomb qui n'a toujours pas parlé, Laurent, c'est à vous. Oui, Léa, la joie du côté du Louvre, en revanche la déception, on l'imagine, du côté du Bois de Vincennes. Jean-Baptiste Marteau, vous êtes auprès d'un militant qui vient d'écouter ce discours de Marine Le Pen qui finalement nous dit entre les lignes que c'est la fin du Front National et qu'on ouvre une nouvelle ère de son côté. Oui, tout à fait. On va lui demander à Brian qui vient du Nord. Justement, vous avez entendu Marine Le Pen qui dit qu'il faut dépasser peut-être le Front National, aller au-delà, faire un parti des patriotes, dit-elle. Est-ce que vous êtes déçu d'entendre que c'est la fin du Front National ce soir ou au contraire heureux pour la suite? C'est pas la fin du Front National, c'est juste que le Front National doit évoluer comme les autres partis. Donc, il n'y a aucune fin du Front National pour l'instant. On appelle au rassemblement des autres partis, militants surtout. On appelle à ce que la population française n'ait pas peur du Front National. Parce que c'est plus ce que c'était avant. Et aujourd'hui, le Front National, c'est un obstacle pour faire plus que 36-38% une présidentielle? Je pense qu'on n'est pas un obstacle aujourd'hui, du fait qu'on est déjà au second tour. Et du coup, on ne peut pas dire que nous sommes un obstacle. Maintenant, c'est encore des Français qui ont encore un peu peur. Et je pense que c'est ces Français-là qu'on doit convaincre encore plus. Merci beaucoup Brian, en tout cas on sent quand même beaucoup de déception ici sur le score. On espérait évidemment plus élevé, même si on relève que Marine Le Pen a fait plus de 10 millions de voix et que ça reste un nouveau record pour le FN. Merci Jean-Baptiste. Direction maintenant l'esplanade du Louvre. On va retrouver Arnaud Comte. Arnaud, vous avez à vos côtés deux militants de soutien d'En Marche, très émus je crois ce soir. Oui Laurent, je vous le disais tout à l'heure, il y a beaucoup de familles ici et je suis aux côtés de l'une d'entre elles, Sarah, Mohamed et le petit Sofiane qui a 5 ans. Alors Sofiane est encore trop jeune pour voter. En revanche, pour Mohamed, c'était la première fois qu'il se rendait aux urnes. Il a été naturalisé français il y a 1 an, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui avec cette élection d'Emmanuel Macron? C'est une joie immense et une grande victoire pour la France et pour la démocratie. Et donc voilà, c'était ma première fois et on a fait le bon choix pour la France, pour nous, pour nos enfants aussi.
Et vous, Sarah, qu'est-ce que vous ressentez à cet instant ? Je suis très contente du résultat, contente qu'on ait battu Marine Le Pen. C'est surtout ça qui m'intéresse. Je suis très contente de mon époux. Il m'a permis, en fait, en suivant les élections, en fait, je suis rentrée aussi dans le vif parce que je ne suivais pas trop ça. Et du coup, grâce à ça, j'ai fait le bon choix et je suis bien contente. Alors, vous êtes venu, petite question maintenant, par curiosité, pour essayer de voir le nouveau président de la République, le plus jeune de la Ve République ? C'est exact, voilà, à 39 ans, c'est le plus jeune président de notre République et on est très content parce que ça va peut-être donner un coup de pouce à nos jeunes et à notre économie et aux toutes petites start-up qui démarrent, voilà, comme New Mind 2017. On va essayer un petit mot pour Sofiane. Comment s'appelle le président, Sofiane ? Macron, voilà, il connaît par cœur déjà. Et un petit coup de pub au passage. Allez, pourquoi pas, tout semble permis ce soir. On salue, J'ai pas pu l'éviter. Merci Arnaud, on vous retrouvera tout à l'heure. Merci aussi à vous Laurent, vous allez au plus près des deux ex-candidats et on aura peut-être l'occasion de vous retrouver du côté de l'esplanade du Louvre, qui sait, dans quelques instants. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Avant de redonner la parole, notamment à Gérard Collomb, c'est deux informations. Félicitations ce soir qui arrivent déjà de Berlin et de Bruxelles. Et puis on apprend que des applaudissements ont été entendus, une salve d'applaudissements à l'Élysée à l'annonce de ces estimations. François Hollande qui a par ailleurs félicité chaleureusement Emmanuel Macron au téléphone donc pour son élection, Léa. Alors, avant de vous donner la parole, je sais que vous en brûlez d'envie, Gérard Collomb, mais comme Nicolas Dupont-Aignan doit nous quitter, je vais juste donner encore une fois la parole à vous, Nicolas Dupont-Aignan, pour vous demander juste quelle est votre analyse de ce score de Marine Le Pen ? Est-ce que vous pensez qu'elle paye le débat ? Est-ce que vous pensez qu'elle paye ses atermoiements sur l'euro ? Écoutez, moi je constate le score et je suis absolument convaincu qu'il y a une reconstruction politique à faire en France. Mais vous le constatez de quelle manière, Nicolas Dupont-Aignan ? Vous êtes déçu ou au contraire 11 millions d'électeurs ? J'ai soutenu une candidate qui a été courageuse. Je suis déçu bien sûr qu'elle ne gagne pas et qu'elle ait ce score. Pour autant, je suis absolument certain que les Français vont découvrir le chèque en blanc qui a été signé pour M. Macron et vont le payer très cher. Et je suis absolument certain qu'on va reconstruire la vie politique avec un beau patriotisme et je serai combatif, notamment aux législatives, car je veux dire aux Français, notamment les Républicains, que quand ils vont voter pour un candidat aux législatives républicain, ils ne sauront pas s'il soutiendra M. Macron comme la plupart des personnalités ou s'il le combattront. François Baroin n'est pas moi, je d'accord vais avec être vous, très clair. À Debout la François France, Baroin, on sera dans l'opposition claire, franche, respectueuse, mais on sera dans l'opposition pour une autre politique. Et rendez-vous en 2022. Je vais répondre immédiatement à Nicolas Dupont-Aignan, qu'il se rassure. Moi, j'ai glissé un bulletin de vote Macron. Je n'ai pas été le Premier ministre de Marine Le Pen. Et les choses sont claires. Mais je suis dès à présent, évidemment, dans la construction, non pas d'une opposition, car elle n'existe pas. Et on ne sait pas qui est Emmanuel Macron, si ce n'est qu'il est l'un des acteurs du quinquennat. Soutenu, alors vous ne savez pas qui il est, vous le soutenez. Pour vous bloquer. C'est incroyable. Pour vous bloquer et pour Mais vous bloquer savez, Marine les Le électeurs Pen, ne pour faire comprennent barrage. pas. Je termine, s'il vous plaît. Mais comment vous pouvez soutenir quelqu'un que vous ne Nicolas connaissez pas ? Il vous répond, Nicolas Dupont-Aignan. François Baroin vous répond. Nous, la campagne législative commence. Mais moi aussi. Dès mercredi, nous présenterons un projet qui va intégrer le message des Français. Nous proposons un projet d'augmentation du pouvoir d'achat et de baisse des impôts. Nous débattrons avec les soutiens d'Emmanuel Macron qui veulent augmenter la CSG. Nous avons une équipe, nous aurons 577 candidats et candidates et nous proposerons une majorité pour la France. Il y aura le choix entre une majorité présidentielle, ceux qui sont dans la mouvance Macron, et une majorité pour la France, ceux qui veulent une alternance sans équivoque. On va vous redonner la parole pour préciser la différence entre majorité présidentielle et le reste. Mais Gérard Collomb, question. Permet. Vous entendez ce qui se dit ce soir. En même temps, la victoire est saluée de façon républicaine, y compris par François Baroin. Et en même temps, il y a un Front National qui est à 10 ou 11 millions d'électeurs. Brice nous fera les calculs tout à l'heure. Et il y a une demande d'envoyer des signaux de rassemblement. Alors, le plus dur commence ? Je sais surtout que ce qu'a fait Emmanuel Macron est absolument extraordinaire. Il y a un an, comme vous le soulignez, c'était finalement un projet, une espérance pour quelques-uns, qui réunissait à la fois des élus de base, comme moi, des maires de ville, des élus locaux, et puis en même temps un certain nombre de jeunes qui espéraient pour la France un avenir meilleur. Et puis, Emmanuel Macron a lancé cette grande marche, où il a d'abord fait le constat de la France, avec à la fois ce qu'elle a d'exceptionnel,
ses potentialités pour l'avenir. Et puis en même temps, ses souffrances, celles et ceux qui se trouvent délaissés. Et donc, c'est à cela qu'il essaye aujourd'hui de répondre. Et il sait une chose, ce que moi j'ai essayé de faire dans ma ville, ce que lui, il va faire demain pour la France, il faut rassembler. En marche, dès le début, cela a été un grand rassemblement. Et c'est pour cela que nous avons gagné. Et nous allons demain continuer à rassembler, non pas dans un espèce de flou, mais sur des projets précis. Tenir compte du monde dans lequel nous vivons. Que nous le voulions ou non, nous sommes aujourd'hui dans un monde globalisé dont il faut tenir compte. Tenir compte des technologies qui aujourd'hui se bousculent avec les problématiques qu'elles posent, à la fois d'espoir, mais en même temps de difficultés pour beaucoup de Français. Voilà, c'est ce monde dans lequel nous voulons que la France pèse et où nous voulons que les Français se trouvent demain réconciliés. Gérard Collomb, on continue notre tour de table. On accueille Alexis Corbière, porte-parole de Jean-Luc Mélenchon. On vous donne la parole dans un instant. Mais d'abord, Ségolène Royal. À l'instant, la réaction de Jean-Christophe Cambadélis, c'est un résultat déroutant, voire inquiétant, dont nul ne pourrait se satisfaire. Après 5 ans au pouvoir, Ségolène Royal, est-ce que vous sentez une responsabilité dans ce score historique du Front National ? Écoutez, bien sûr, aucune période politique n'est totalement positive. Mais l'excès inverse serait de dénigrer tout ce qui a été fait. Donc, comme dans toute période politique, il faut en faire un bilan. Il y a à la fois des choses positives qui ont été faites. Permettez-moi de citer la conférence de Paris sur le climat, et la diplomatie climatique et cet accord de Paris, la transition énergétique, par exemple. Il y a des choses qui n'ont pas été bien faites. Celles-là, il faut en faire le bilan et voir comment on peut les faire mieux. Et puis, il y a des choses qui n'ont pas été faites, et celles-là, il faut les faire. Et en particulier, je pense à la main tendue à la jeunesse, et c'est précisément ce que peut incarner un président de la République de moins de 40 ans. Donc, ça ne sert à rien de s'apesantir sur le passé. Les Français savent très bien faire ça, s'auto-flageller, s'auto-dénigrer. Moi, j'observe, parce que j'ai beaucoup voyagé, je me suis beaucoup déplacée cette année pour la conférence de Paris, que la France, d'abord, est regardée, est admirée, a du potentiel, a des talents. Et aujourd'hui, c'est cela qu'il faut construire, avec ceux aussi qui se sentent éloignés, qui ne comprennent pas la mondialisation, qui ne comprennent pas les enjeux, mais qui ont aussi le droit à participer avec leur talent, leur savoir-faire, leurs compétences au modèle économique, social et environnemental d'aujourd'hui et des jours qui viennent. Ségolène Royal, est-ce que vous le connaissez le mieux peut-être ici autour de cette table? Dans quel état d'esprit se trouve François Hollande? Est-ce qu'il est satisfait? Est-ce qu'il est heureux aujourd'hui de la victoire d'Emmanuel Macron, selon vous? Ou est-ce qu'il est un peu amer en se disant « ça aurait pu ou ça aurait dû être moi » ? Vous savez, je pense que ce soir, c'est d'abord la victoire d'Emmanuel Macron et la défaite de l'extrême droite. Et c'est d'abord aux électeurs que je pense aujourd'hui, ceux qui sont venus en adhésion au projet d'Emmanuel Macron et à ce qu'il dit, ceux qui sont venus en barrage de ce vote. Et moi, je salue les leaders de la droite qui ont sans hésiter pris position le soir du premier tour. Mais vous ne répondez pas à ma question. Écoutez, moi, je crois que les appréciations personnelles ne relèvent pas de ce que je peux vous dire dessus, mais je pense qu'il est heureux. Bon, comment ne le serait-il pas? Comme tous les Français, comme tous les républicains, comme tous les démocrates, comme tous ceux qui ont eu peur à un moment et que l'extrême droite arrive en tête au premier tour et que l'extrême droite arrive très serrée par rapport au candidat qui a représenté la force républicaine. Bien évidemment, je crois que comme tous les électeurs qui sont conscients aussi du message que la France donne ce soir au reste du monde. C'est ça qui est extraordinaire. Je crois que quand les Français vont voir la presse internationale, les réactions de l'opinion publique internationale, des dirigeants du monde entier, ils vont comprendre que nous avons un défi à relever et que ce défi, il sera fait ensemble. Et moi, je suis heureuse d'entendre aussi de la droite des mots respectueux, des mots concentrés, des mots sensés par rapport aussi à l'importance du travail qu'il y a à accomplir. Une fois de plus, à accomplir ensemble. 20h32, si vous nous rejoignez, vous découvrez notre estimation rafraîchie, entre guillemets, des résultats de cette élection présidentielle. Emmanuel Macron, un large écart, 65,5% des voix contre 34,5% pour Marine Le Pen. On se demandait si Marine Le Pen franchirait la barre des 40%. Elle est largement en dessous. C'est une large victoire. Avant de vous donner la parole, messieurs, et à vous, Alexis Corbière, à voir comment vous recevez ce résultat, si vous adressez des félicitations républicaines aux vainqueurs. On va d'abord retrouver précisément Maryse Burgot
du côté des partisans de Marine Le Pen, des partisans déçus, Maryse. Oui, et en ce moment, tous les lieutenants de Marine Le Pen sont ici en train de faire en quelque sorte le service après-vente de sa déclaration et expliquent à tous les médias pourquoi il faut recomposer le parti. Alors j'ai à mes côtés Yasmine, conseillère régionale d'Île-de-France. Qu'en pensez-vous? Faut-il recomposer ce parti comme le dit Marine Le Pen et pourquoi? Je pense que le deuxième tour, avec les ralliements et les soutiens externes au Front National, a prouvé qu'on pouvait rassembler au-delà du Front National. Et donc, il faut continuer ce rassemblement plus large, qui est, je pense, aussi une volonté de part et d'autre partagée. Et on l'a vu sur le terrain. Et vous sentez, je sens une certaine déception chez vous. On aurait toujours espéré faire plus, mais on s'est battu sur le terrain. On continuera à se battre et de toute façon, c'est quand même une progression dans les scores. On était quand même seuls, sans grand ralliement externe en tout cas, et on a fait une progression. Donc voilà, c'est quand même une satisfaction et on va continuer notre travail dans les assemblées régionales, dans les mairies, comme on l'a déjà fait et comme on va continuer à le faire avec sérieux, et on va se battre pour les législatives également. Voilà, alors que la salle est en train de se vider ici et que petit à petit les journalistes sont en train de quitter les lieux. Oui, la fête aura quand même tourné court, donc d'une certaine manière. Regardez le tweet que vient de diffuser François Hollande à l'annonce de cette estimation et de cette large victoire donc d'Emmanuel Macron. Alors, il faut chausser les lunettes là. Je vais y aller. Voilà, j'ai appelé Emmanuel Macron pour le féliciter chaleureusement pour son élection. Je lui ai exprimé tous mes vœux de réussite pour notre pays, Léa. Hélène Hugues, vous êtes en direct de l'Élysée. Est-ce que vous pouvez nous raconter, est-ce que vous avez des informations sur ce qui s'est passé à 20h pile quand Emmanuel Macron a été élu président de la République? Qu'est-ce qui s'est passé derrière vous à l'Élysée autour de François Hollande? Eh bien, écoutez, François Hollande avait réuni la plupart des ministres de son gouvernement ici à l'Élysée, dans le salon Murat, pour suivre cette soirée électorale. Et au moment pile de l'annonce des résultats, eh bien, François Hollande a applaudi. Et puis, vous l'avez dit, il a aussitôt appelé Emmanuel Macron au téléphone pour le féliciter chaleureusement de cette victoire. Alors, le chef de l'État l'a également invité à célébrer demain avec lui les cérémonies du 8 mai sur les Champs-Élysées. Et puis, je vous informe que la passation de pouvoir aura lieu le 14 mai ici à l'Élysée. C'est un dimanche, ce n'est pas courant, mais c'est déjà arrivé. C'était il y a 110 ans, une passation de pouvoir un dimanche. Voilà, dimanche prochain. Et d'ici là, les deux hommes auront sans doute l'occasion de se voir dès demain d'abord pour la célébration de la victoire des Alliés. Et sans doute mercredi aussi pour la commémoration de l'abolition de l'esclavage. Alexis Corbière, je vous promets que c'est à vous dans un instant. D'abord Arnaud Comte, Esplanade du Louvre. Vous êtes avec des gens heureux. Oui David, je me trouve avec Margot et Flore. Alors on va essayer de s'entendre parce qu'il y a beaucoup de musique en attendant l'arrivée d'Emmanuel Macron ici sur l'Esplanade du Louvre. Margot et Flore qui votaient pour la première fois, elles ont à peine 18-19 ans. Alors vos parents, vous me disiez tout à l'heure, étiez-vous plutôt de gauche, vous plutôt de droite? C'est l'inverse. Bon, ça revient au même. Et au final, vous avez choisi Emmanuel Macron. Pourquoi? Parce que pour moi, Emmanuel Macron, c'est véritablement un projet. C'est un vote d'adhésion. Ce n'est pas contre Marine Le Pen, c'est un projet européen, c'est une nouvelle vision pour la France. C'est un avenir pour moi qui est beaucoup plus brillant parce que c'est une meilleure intégration, que ce soit au niveau économique, international. Et c'est aussi une façon d'allier le socialisme avec un développement économique. Alors, le badge que vous portez, Macron en marche, s'est fondé il y a un an à peine. En un an, ça vous a donné envie de croire en la politique? Oui, je pense que le vote Macron, c'est vraiment le vote de l'optimisme, de la jeunesse et du progrès. Il y a vraiment une dynamique, je pense que personne ne peut le nier. La victoire d'aujourd'hui, elle est nette. Donc tout le monde est vraiment ravi ici et je pense que ça doit vraiment inciter les gens à se mobiliser pour les législatives parce qu'on a parcouru la moitié du chemin et sans majorité parlementaire, Emmanuel Macron ne pourra rien faire. Donc mobilisez-vous, c'est important. Merci Margot et Flore. Alors vous voyez David, là c'est vraiment deux votes d'adhésion et d'espoir en faveur d'Emmanuel Macron avec ses deux militantes. À tout à l'heure Arnaud, parce que la soirée sera sans doute longue. Jeune fille est formidable. D'un mot. Elle a dit voilà, moi je suis plutôt de gauche, mes parents plutôt de droite. Mais nous nous retrouvons sur un projet commun. Et c'est cela que porte Emmanuel Macron. Réconcilier la France pour la faire aller de l'avant. François Baroin. Oui, on va éclairer sur les ambiguïtés.
Je pense qu'elle ne doit pas savoir, la jeune fille, qu'il y aura une augmentation de la CSG. Si vous voulez, on aura le temps d'en rediscuter, Monsieur Barouin. Parce que justement, nous pourrions parler des 7,5 milliards de baisse des dotations vous aurez des très mauvaises surprises, Monsieur Collomb, dès mercredi. Locales, qui aurait été une très mauvaise surprise. C'était déjà moins que les 10 milliards de M. Macron sur les dotations, et c'est beaucoup moins on va pas refaire le match. Non, on ne refait pas le match. On commence à discuter de la levée de l'ambiguïté. Ils sont en marche vers l'ambiguïté. Nous sommes en ordre pour la clarté. C'est le débat des législatives dans 4 pour semaines. lever l'ambiguïté, avant Alexis Corbière, pour lever l'ambiguïté, vous avez déclaré il y a 2 jours, tous ceux qui se rapprocheront d'En Marche ou d'Emmanuel Macron seront exclus des Républicains. Est-ce que vous le dites ce soir, vous le redites ce soir ? La vérité, c'est qu'ils s'excluront eux-mêmes de la famille. C'est une autre histoire. Et naturellement, qu'il y aura des candidats contre ceux qui rejoindraient Emmanuel Macron dans le gouvernement ou ceux qui voudraient éventuellement même avoir l'investiture En Marche. Il n'y aura pas de double investiture. Ils seront En Marche pour une majorité présidentielle, ils seront LR-UDI pour une majorité pour la France. Mais il n'y aura aucune ambiguïté. Est-ce qu'ils seront exclus du parti ? Ils quittent la famille. Ils quittent la famille dehors. Alors, si factuellement il faut faire une liste, on fera une liste. Mais il n'y a aucun problème, il n'y a aucune ambiguïté. Le bureau politique a tranché, c'est clair, c'est net, c'est sans bavure. Une dernière question avant de vous laisser partir, parce que je sais que vous devez partir, François Barouin. Vous aviez dit « je suis prêt à être Premier ministre d'Emmanuel Macron ». Il vous avait répondu assez sèchement en disant « François Barouin était prêt à être Premier ministre de Nicolas Sarkozy, puis de François Fillon, puis maintenant de moi ». Il a une cohérence, son intérêt personnel. Est-ce que vous le redites ce soir ? Est-ce que vous êtes prêt à être Premier ministre d'Emmanuel Macron ? Je n'ai pas répondu à Emmanuel Macron parce que comme j'appelais à voter pour lui entre les 2 tours, je ne voulais pas, par une réponse immédiate, donner le sentiment qu'on pouvait faire le jeu du Front National. Mais ce soir, très clairement, je pense qu'il n'a pas bien lu, je pense qu'il n'a pas bien compris, ou je pense qu'il a peut-être été mal informé. Je suis prêt, c'est la mission qui m'est demandée, qui m'est donnée par la famille. À la lumière du choix des Français, si nous avons une majorité à l'Assemblée nationale, évidemment. Alors, est-ce que ce sera une cohabitation, une coexistence ? En tout cas, c'est un schéma complètement nouveau. Et c'est ce combat-là que nous allons porter. C'est dans cet esprit seulement, que nous nous retrouverons avec M. Macron dans 4 semaines. Vous voyez, le débat n'a pas tardé à renaître. François Bayrou. Oui. Il commence. Une phrase. Je m'adresse à Alexis Corbière qui attend toujours. C'est très frappant, n'est-ce pas ? On vient d'avoir, il y a quelques minutes, une élection sans précédent à la signification, j'allais dire, planétaire. Mais tout le monde nous observe et la France a envoyé un incroyable message à elle-même, à l'Europe et au monde. Comment peut-on, dans une circonstance comme celle-là, se présenter devant les électeurs, comme François Barouin propose de le faire, en disant « Mes chers concitoyens, nous vous demandons de voter pour nous pour empêcher cet homme de gouverner ». C'est ça le but. Je pense que ce sera le troisième principe de cette élection hors norme. C'est ça le but de cette Vous opération. pensez, François Bayrou, qu'il y aura une majorité parlementaire ? Nous pensons que justement, ce sujet-là va exploser et on se donne rendez-vous. Je crois, moi, qu'il y aura une majorité parlementaire parce que les Français ont Il y aura une majorité parlementaire. 2 sentiments. Mais elle sera choisie par les Français sur la clarté. D'abord, ils ont une logique. Je vous rappelle la phrase que disait François Mitterrand. Est-ce que vous croyez que les Français sont assez stupides pour m'élire en mai et me refuser la majorité pour gouverner en juin ? Ce sont vos références du siècle dernier. Il faut prendre les références de Macron et de demain. Et la deuxième chose, ils sentent, les Français, là, au fond, l'élan d'espoir et de générosité qu'il y a dans cette élection. Et ils ne le démentiront pas parce qu'ils veulent participer à cette renaissance-là. Et un tout dernier mot, François Barouin, s'il n'y a pas de majorité absolue pour Emmanuel Macron et pour son étiquette, est-ce que vous dites qu'il faudra lui donner un coup de main, comme on dit certains des élus de LR ? Dominique me rejoindra là-dessus. Je vais citer Jacques Chirac qui citait Gudruth, qui se rappelait son enfance et sa jeunesse lorsqu'il était champion olympique, une haie à la fois. Nous allons mener campagne, la droite et le centre, pour une majorité pour la France, pour une majorité absolue, à l'issue du choix des Français. Eh bien, nous ferons les comptes. Donc vous ne l'excluez pas. Donc vous ne l'excluez pas. Non, je vais me battre aux côtés de nos candidats. Je termine, Gérard Collomb. Je vais me battre aux côtés de nos candidats pour une majorité absolue. Le choix est clair. Nous aurons un projet de grand rassemblement qui aura entendu tous les messages de cette élection et qui va permettre, je le pense, de lever toutes les ambiguïtés et nous offrirons la grande clarté. Et ensuite, vous aviserez. Je veux dire à François Barouin, il dit Alexis ce soir, je Alexis pense Corbière à la est famille. interdit de parole ce soir. Vous voyez, nous pensons à la France et à l'avenir de la France. Parce que nous avons la faiblesse de j'ai représenter pris une partie de la France aussi. responsabilités. Et à un moment donné, j'ai fâché ma famille parce que je pensais qu'il fallait une rénovation de notre pays, que c'était aujourd'hui urgent, qu'il fallait le faire. Et c'est ce que les Français, aujourd'hui,
ont choisi. Et ils le choisiront demain dans les circonscriptions. Justement, le choix n'est pas clair et ce sera ce rendez-vous-là. Alexis Corbière, est-ce que votre réaction, dire un mot parce que la France n'est peut-être pas le spectacle que vous êtes en train de votre donner. réaction à cette élection, vous félicitez que Marine Le Pen soit battue, vous félicitez le vainqueur? Je prends acte qu'il y a un nouveau président de la République, il a gagné. Je crois que l'énergie qu'il porte vainqueur et le fait, et je m'en félicite, que Mme Le Pen a été battue. Et je ne crois pas que ce soit, je manquais de respect envers le nouveau président de la République que de considérer qu'il n'y a pas de majorité politique sur son projet. Et nous allons le voir dans les élections législatives qui viennent. Toutes les études ont démontré que ceux qui ont voté pour M. Macron au premier tour n'adhéraient pas à son projet, mais considéraient que c'était un vote utile contre le Front National. Et au second tour, c'est encore plus flagrant. Donc la France, je crois, celle qui ne se reconnaîtra pas, qui ne veut pas de l'extrême droite, mais qui ne veut pas non plus qu'on casse le code du travail à coup d'ordonnance, qui ne veut pas non plus qu'on remette en cause notre système de retraite, qui ne veut pas qu'on supprime 125 000 postes de fonctionnaires, elle est toujours là, notamment à travers la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon. Et vous verrez que ces élections législatives qui viennent vont démentir cette vieille règle, comme le vieux monde qui consiste à dire un président est élu, comme me le dit M. Bayrou, il y a une majorité qui suit. Eh bien non. Eh bien non, c'est ça qui va arriver. Et ce serait d'ailleurs, attendez, je termine, et ce serait d'ailleurs assez scandaleux que ce paysage qui a émergé au premier tour disparaisse. Et ce serait terrible que cette foutue Ve République efface la réalité du premier tour. Et je mets en garde ceux qui croient qu'ils vont réussir à construire une majorité qui ne représente pas le pays. La Ve République est morte au premier tour et au second. J'affirme ici, sans manquer de respect à M. Macron, qu'il est minoritaire dans le pays. Et pour autant, il va concentrer sur lui énormément de pouvoir. Et malheur à celui qui croit utiliser cette Ve République autoritaire pour imposer des choses que les Français ne veulent pas. Ils l'ont dit au premier tour. 65%. Donc il y a les élections législatives qui viennent. Moi, je suis 65%. Et j'invite les 7 millions de Français qui nous ont fait confiance à rester rassemblés. On va en discuter. C'est passionnant. François il y aura Bayrou, des élections. Ségolène Royal, puis Dominique de de Villepin qui se tait. François Bayrou, la réponse. Minoritaire à 65%. Contre le Front National, M. Bayrou. Je connais des gens comme moi qui ont voté pour M. Macron dans la France insoumise, en radical désaccord avec M. Macron. Eh bien, vous avez bien fait. On peut avoir des débats économiques et sociaux, mais le cadre qui a été tracé, ce soir est un cadre qui donne de l'espoir à des tas de gens qui n'en avaient pas du tout, qui sont extrêmement animés par l'idée que peut-être maintenant on va pouvoir faire quelque chose. En effet, en dépassant les frontières qui n'avaient plus de sens, et même en dépassant un certain nombre de frontières. Vous faites la même erreur que M. Macron. Vous voulez une adhésion à votre projet, vous ne l'aurez pas. Eh bien, vous tordez le bras à des millions de Français. Ce n'est pas ça qu'ils expriment ce soir. Ils ont dit non à Mme Le Pen, non au Front National. Et cette majorité contre le Front National, il faut passer à une majorité pour l'augmentation des salaires, pour la défense du service public, contre l'Europe aujourd'hui qui met à mal ce pays. Elle est toujours là, cette France. Attendez, monsieur Collomb. Vous ne respectez pas les Français ce soir. C'est pas bien. La majorité qui s'est levée, elle a dit non au Front National. Elle n'a pas dit oui à M. Macron. Je vous préviens. Sans vous. Pardon? Monsieur Bayrou. De quoi parlez-vous, monsieur? Je parle des ambiguïtés que un certain nombre d'entre vous. Et je suis très fier de représenter des gens qui ont voté Macron, d'autres qui ont voté blanc, parce que précisément, ils ne voulaient pas adhérer à ce projet. Ils ne voulaient pas, justement, aller dans le sens de ce que vous faites ce soir. Vous manquez de respect aux gens. Les gens ont voté contre les FN et vous les embarquez avec vous. C'est pas respectueux. La France, c'est pas ça. Je vous le dis, je vous mets en garde. Ça va mal finir. Hein. Si vous me permettez. Une seconde, pardonnez-moi. Madame Royal, Monsieur Collomb, la parole à Madame Royal, et puis ensuite. Ils ne veulent justement plus de ce type d'échange et d'invectives. De cette véhémence. Et je vais même vous dire, je pense que vous avez partiellement raison dans ce que vous venez de dire, au sens où les élections sont dans 4 semaines et que rien n'est fait, rien n'est joué. En revanche, je pense que les Français, la France, ont besoin de stabilité, de sécurité et d'apaisement. Et c'est pour cela que je pense qu'il faut une majorité présidentielle pour continuer. Dominique de Villepin. Vous comprenez que je m'emporte en voyant des gens qui profitent de la défaite du FN pour dire... On vous a entendu, Alexis Corbière. Dominique de Villepin, vous répondez. Ça sera l'enjeu de la campagne des Alexis Corbière législatives. représente un certain nombre de Français qui, effectivement, ce soir, doivent ressentir de la peur ou de la colère vis-à-vis de ce qui se passe. Quelle que soit l'issue des élections législatives, et je veux croire et je souhaite que le président de la République puisse disposer d'une majorité présidentielle pour mettre en œuvre son projet et avancer, et faire avancer la France. Mais quelle que soit l'issue, majorité présidentielle ou coalition, il y a ce soir une leçon très importante qui doit être tirée, à commencer par le président de la République élu lui-même. C'est qu'il doit représenter la diversité française. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Il doit tirer les leçons de 1995 et de 2002.
il doit, par la hauteur de la fonction présidentielle, par sa responsabilité de président arbitre, et c'est là où il y a un travail de rénovation et de refondation de la fonction présidentielle Mais ça veut dire quoi, qui monsieur doit Villepin être fait. Ça veut C'est-à-dire dire que quoi le président de la République... Ça veut dire amender son projet. C'est-à-dire que le président de la ordonnances. République n'est pas le Premier ministre. Le président de la République a un Premier ministre qui est le chef de la majorité parlementaire qui va conduire les élections législatives. Le président, il doit trouver les gestes, les symboles, les actes qui vont réconcilier ça, les c'est Français. le monarque. Moi, la langue de bois, les gens n'en veulent plus. On est pour ça n'a ou contre rien à voir avec la réduction langue de du bois, code du ça a à voir travail. avec la On est pour ou République. contre l'augmentation des salaires. On est pour ou contre supprimer des postes de Mais fonctionnaires. ça sera le projet, président, ça sera le projet des élections, ça. Gérard Collomb, Ça sera le débat des élections. S'il vous plaît, attendez, Gérard Collomb, allez-y. Je crois qu'Emmanuel Macron a surpris ce soir et il va continuer à vous surprendre. Parce que dans les prochaines semaines, il va y avoir une adhésion à son projet. Il va évidemment prendre de la hauteur. Il va rassembler, il vous va voulez en dire. même temps rassembler, mais sur une ligne. Parce qu'aujourd'hui, le problème en France, c'est les 3,5 millions de chômeurs. Non mais Gérard C'est la Collomb, France qui désespère. Là, les gens qui nous écoutent ne voient pas tellement à quoi on fait allusion. Bien Est-ce sûr. que vous dites clairement, Ah il ben, doit tendre si. la main, il va changer de à projet. des Non, mais dirigeants il va- de droite Et c'est- modérés il qui va- se retrouveraient dans son projet? Il va C'est ça à que vous la dites? fois présenter des candidats qui, je l'espère, demain, lui donneront une majorité. Et ensuite, il devra dépasser cette majorité pour faire en sorte de rassembler. Donc Et vous voyez, est-ce que Manuel Valls sera dans ces candidats Est-ce que Manuel Valls sera un de vos candidats? Eh bien, écoutez, nous discuterons avec lui, bonjour, mais la langue nous de bois, vous voulons avez fait campagne sur autre rassembler chose. largement. On a compris, il Monsieur sera des votes. Corbière, Il faut abaisser y un peu. compris Doucement. des gens qui pensent comme Manuel Valls et des gens qui pensent comme vous, parce que nous pensons que la France ne peut pas vivre divisée, ceux qui ont coupée été en rejetés. quatre, et qu'il faut la Bien sûr. réconcilier. Messieurs, madame, François Baroin, et puis ensuite on ira retrouver Arnaud Terminé. Comte. La question n'est pas inintéressante, même si le volume sonore était un peu trop élevé. Excusez-moi, mais- Voilà, que je suis le plus près. Je me permettais de profiter de cette présence géographique pour vous le Je prends signaler. complètement mes excuses. Mais en revanche, votre question, elle est intéressante. Car on voit très bien qu'En Marche va basculer à gauche. Gérard Collomb Pardon est socialiste. Mais bien sûr, Ah bah écoutez, 90% des parrains d'Emmanuel Macron au Il Conseil va vous constitutionnel, surprendre grâce à vous encore, d'ailleurs, monsieur Gérard Collomb, Baroin. je vous en félicite, étaient des socialistes. Monsieur Bayrou Valls, est que je content de sache, savoir qu'il est à socialiste. gauche. Non, mais même nous, on est content de savoir comment Oui, tout vous simplement verrez parce que le mode de que recrutement- sans doute un certain Mais nombre parce- de dirigeants républicains, c'est une comme majorité- monsieur de manière- de Villepin, dont on ne peut pas Mais le soupçonner qu'il débauchage, était à gauche le dé- fondamentalement mais le- toute sa vie, vont L'ouverture a penser été comme nous tentée, qu'il l'ouverture faut a été tentée par réconcilier tous la les France. présidents par le passé Bien. et n'a jamais On pourra fonctionné. Il peut y avoir des débauchages. Mais là, vous aurez un bloc. Et un bloc de la droite et du centre qui incarne une alternance qui Je sera n'y crois sans pas. équivoque. François Bayrou, Vous n'y croyez François pas, Bayrou. nous vous le démontrerons. Et c'est ça la grande nouveauté de cette François élection Bayrou qui a 2017. sursauté quand vous Alors, avez dit la Mais gauche. c'est normal. Premièrement, permettez-moi de dire à François Baroin que le centre, il est là. Vous êtes une partie du centre. Pas du tout. Vous êtes une partie du 80% centre. des électeurs, Vous êtes une partie du centre. 80% des Il y a- électeurs du centre ont Vous voté êtes même responsable de l'éclatement du centre, Emmanuel François Macron. Bayrou. C'est d'ailleurs Et la raison donc- pour laquelle nous avons et donc, une alliance avec dites les la droite ceux qui sont toujours laissez restés parler au François centre Bayrou. droit. Laissez parler de parler François Bayrou. fort, mais il a- Laissez parler François Deuxièmement, Bayrou. parce que ça l'embête. Ce que François Baroin vient de décrire, c'est ce qu'il souhaiterait, ce qu'il aimerait, ce qu'il voudrait, ce dont il rêverait, ce pourquoi il ferait brûler des cierges à Lourdes s'il le pouvait. C'est que, en effet, ça bascule. Si, si. S'il le pouvait. En effet, c'est que ça bascule peu de laïcité. du Restons côté laïques. d'un Nous les ferons camp. brûler ensemble. C'est ce qu'il Ça voudrait. m'étonne de vous voir tous les deux Or, il ensemble. se trouve que C'est la France rassemblée. Dominique de Villepin n'est pas réellement un homme de gauche, que je suis un homme du centre et que je l'ai toujours été et que j'ai même porté les couleurs et l'espoir du centre, Et qu'il y en y aura compris d'autres, dans cette d'autres hommes élection. venus de la droite. Et que je ne doute pas qu'il y en aura d'autres, Alors déjà, pour Mais simplement la question, Monsieur montrer Bayrou, et pour faire la Monsieur Bayrou, preuve. est-ce que vous allez macroniser faire le vieux monde? la- Est-ce que vous allez recycler Alors, les Valls, tous ceux je qui ont sais été pas- rejetés, je sais à pas- droite y compris, je sais pas ce des que gens cette comme vous qui ont formule été veut ministres dire. par le passé, qu'on a déjà vu en Oui, responsabilité? dans un passé lointain, Non, mais monsieur certes, et moi je vous Corbière. respecte. Mais Très est-ce que bien. derrière la promesse de nouveau monde qu'a affiché M. Macron, Ah, vous verrez. qui a été une des vertus qui m'a Vous fait remonter verrez les gens, que dans je les vois pointer 577 circonscriptions, il y aura beaucoup de nouveautés, de gens qui apparaîtront Mais il y sur aura la Manuel scène Valls. politique
et nous allons renouveler Mais il y le aura Parlement en il y aura profondeur. Jean-Marie Le Messieurs, Guen, il y aura tous les pardonnez-moi, je ministres. voudrais une réaction de François Baroin, si vous le voulez bien, puisqu'il y a des hommes de droite qui, manifestement, de votre camp, qui sont prêts à travailler avec Emmanuel Macron. À l'instant, Bruno Le Maire, je peux travailler dans une majorité de gouvernement. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Il est exclu des Républicains? Je ne sais pas ce que ça veut dire. Clairement, si Bruno Le Maire rejoint le gouvernement constitué par Emmanuel Macron dans une dizaine de jours, de fait, il quitte la famille, de fait, il appartient à En Marche, de fait. La famille. Oui, mais la famille, c'est un élément de la France. Il ne pense qu'à cela. C'est la France. La famille, c'est la France. Et c'est notre grande famille à tous. Mais D'un de point fait, de vue, Bruno Le Maire ou tout autre candidat, s'il rentre au gouvernement et s'il veut être candidat aux législatives, il le sera sous l'étiquette En Marche, et il aura un candidat contre lui, majorité pour la France, LR, UDI, lui et tous les autres. Et il n'y en aura pas beaucoup plus. Brice Teinturier va peut-être nous donner quelques éléments qui vont alimenter notre discussion. Brice. Oui, parce que par rapport à ce débat, nous avons réalisé dans une enquête auprès d'un échantillon de 4800 électeurs, nous avons posé cette question: souhaitez-vous ou non qu'Emmanuel Macron dispose d'une majorité absolue à l'Assemblée nationale au moment des législatives? Et 61% des électeurs nous disaient qu'ils ne souhaitaient pas qu'Emmanuel Macron ait la majorité absolue. Pourquoi? Parce que tout simplement, 88% des électeurs de Marine Le Pen ne le souhaitent pas, on le comprend, mais également 70% des électeurs de François Fillon, 71% des électeurs de Jean-Luc Mélenchon et même 79% des électeurs de Nicolas Dupont-Aignan. Donc la difficulté initiale d'Emmanuel Macron, au-delà du beau score de ce second tour d'élection présidentielle, va être malgré tout d'inverser cette dynamique, de convaincre les Français et donc des Français qui avaient voté pour Jean-Luc Mélenchon et pour François Fillon, de lui donner une majorité à l'Assemblée. Ce n'est en tous les cas pas du tout le cas, au moins sur la ligne de départ de ce soir. Bien, avant de poursuivre et d'aller esplanade du Louvre, comme Dominique de Villepin doit nous quitter, je voulais juste vous demander une chose, Dominique de Villepin. Vous connaissez très bien ce qu'est la condition d'un président de la République, puisque vous avez été aux premières loges de l'élection de Jacques Chirac, notamment en 1995. Et vous avez dit, et je voudrais savoir si vous le ressentez ce soir, dès lors qu'un homme est élu président de la République, une immense chape de solitude lui tombe sur les épaules. C'est ce qui se passe aujourd'hui, d'après vous, pour Emmanuel Macron? C'est un immense honneur, mais c'est en même temps un immense fardeau. Et Emmanuel Macron aura tout le loisir de mesurer à quel point cela s'accompagne de solitude, d'insomnie. Et c'est un véritable sacerdoce. Vous lui aviez dit à Emmanuel Macron? Je lui avais dit, et je tu verras le jour où tu seras élu. Il n'avait pas besoin de moi d'ailleurs pour le savoir, mais je crois qu'il le mesure parfaitement. C'est une immense responsabilité de tous les instants. Alors il se trouve qu'on a de la chance, on a un président qui dort peu ou pas. Donc il sera 24 heures sur 24 vous avez une président de la information à République. nous donner, il dort quoi, 4 heures par nuit, c'est vrai? Écoutez, en tout cas, si j'en crois les appels téléphoniques, les messages qu'il adresse à 3 heures du matin, 4 heures du matin. C'est-à-dire qu'il vous réveille tous les deux à 3 heures du matin parfois? Et en tout cas, il communique à cette je ne réponds qu'à 7 heures. Qu'à 7 heures du matin, et vous aussi. Bon, au moins, on a une information ce soir. Alors, je voudrais qu'on parte, si vous le voulez bien, retrouver Jeff Wittenberg, qui est avec Corinne Lepage à l'esplanade du Louvre. C'est à vous, Jeff. Effectivement, Léa, cette esplanade du Louvre, évidemment, l'ambiance monte puisque tout à l'heure, Emmanuel Macron, le nouveau président de la République, viendra saluer ses supporters. Et je me trouve effectivement avec Corinne Lepage qui est présente ici sur cette esplanade du Louvre. Madame Lepage, vous avez été ministre dans les années 90, à l'époque du gouvernement d'Alain Juppé. Ce soir, c'est une belle victoire pour Emmanuel Macron. En même temps, plus de 10 millions de voix pour le Front National, 3 millions de votes blancs et nuls. C'est quelque chose que vous intégrez? C'est un beau score, c'est un très beau score, surtout par rapport à 59 de la semaine dernière. Mais nous sommes tout à fait conscients de l'importance du vote Front National, même si c'est un score très faible par rapport à ce qu'elle souhaitait, Madame Le Pen, et des votes blancs et nuls. Ça veut donc dire que la première étape est gagnée et elle était indispensable. Nous sommes bien sûr très heureux, mais maintenant il va falloir s'engager dans la seconde, c'est-à-dire donner une majorité au président Macron pour qu'il puisse mettre en œuvre son programme. Ce que disent beaucoup de gens ici ce soir, c'est qu'à travers l'élection d'Emmanuel Macron, c'est aussi une demande de renouvellement, de nouvelles têtes que beaucoup de Français, et en tout cas les supporters d'Emmanuel Macron veulent. Comment elle doit s'incarner, cette demande? Écoutez, ce qu'il a fait est déjà extraordinaire, c'est-à-dire qu'il a rendu possible le redressement de la France précisément en faisant éclater les structures traditionnelles qu'il avait verrouillées. Maintenant, il faut qu'il tienne son second engagement qui était 50% de renouvellement complet et 50% de gens d'expérience. Je pense que c'est un bon mélange et c'est très important que des jeunes, et c'est magnifique d'avoir un président de 39 ans, pour la France c'est quelque chose de formidable et pour l'Europe c'est quelque chose de formidable, et bien qu'il y ait des jeunes hommes et des jeunes femmes
qui apparaissent et au gouvernement et à l'Assemblée nationale, et puis des gens d'expérience, de manière à ce que on puisse relier l'un à l'autre. Les gens d'expérience, Corinne Lepage, ça pourrait être vous. Est-ce que vous pourriez devenir ministre d'un prochain gouvernement avec Emmanuel Macron? La question ne s'est absolument pas posée. J'ai évidemment rien demandé. Si le président Macron me demande, je dirais certainement oui. Mais pour le moment, la question ne se pose pas. Merci pour ces précisions. Voilà. Merci. Ici, toujours sur cette esplanade du Louvre. Merci à vous, Jeff Wittenberg. Alors qu'on accueille Jean-François Copé, David Racheline et Nathalie Kosciusko-Morizet. Bonsoir à tous les trois. Mais écoutez bien, François Bayrou, écoutez bien, on retourne à l'esplanade du Louvre. Il y a un militant qui a un message à vous passer avec vous, Arnaud Comte. Oui Léa, alors juste une petite information avant de retrouver Théophile. Le speaker de la scène vient d'annoncer que Emmanuel Macron devrait prendre la parole d'un instant à l'autre. Donc nous surveillons. Je suis avec Théophile qui a fait 270 km pour venir ici et qui, au-delà de l'élection d'Emmanuel Macron, pense déjà au futur Premier ministre. Et vous avez une petite idée pour son profil? Oui, alors j'ai fait 270 km, je viens d'Alençon. Alors j'ai une petite idée, j'aimerais bien que dans le cadre donc, de la parité, si c'est une femme, j'aimerais bien qu'on donne Madame de Sanez. Si c'est un homme, ce sera bien Monsieur Bayrou, parce que Monsieur Bayrou est quelqu'un que je connais très bien. Pour lequel vous avez voté? J'ai voté pour Bayrou en 2007 et il n'a pas eu la chance. C'est quelqu'un qui a toujours voulu que les Français travaillent entre des personnes qui travaillent très bien. C'est-à-dire que Bayrou souhaite que quelqu'un de droite qui travaille bien, travaille avec les gens de gauche. Voilà pourquoi je souhaiterais qu'aujourd'hui, Bayrou devienne Premier ministre. Merci Théophile. Alors peut-être qu'on va avoir la réponse de François Bayrou, qui je crois est toujours sur votre plateau. Et Théophile regarde notre émission spéciale ici sur l'esplanade du Louvre. Eh bien, dites-lui d'être attentif. Bonsoir Arnaud, François Bayrou. Saurez-vous résister à cet appel? J'aime beaucoup avoir des amis. Et avoir des amis fidèles, puisque ce garçon a exprimé ou expliqué qu'il avait soutenu ce que je proposais dans les années précédentes. Et vous dites oui? Et c'est formidable qu'on puisse se retrouver ainsi des loyautés et des engagements. Pour le reste, vous savez exactement ce qu'il en est. C'est-à-dire? C'est le président de la République élu et justement, installé. Écoutez-le, il est là, le nouveau président de la République. Qui va faire ses choix. Il s'exprime. Voilà, il est à son quartier général, dans le 15e arrondissement.